Quelqu'un qui s'informe depuis la dernière édition du concours ne peut pas être surpris par le sujet. Si on a lu la presse, si on a lu les médias depuis un an, enfin depuis avril 2024 ou de l'année d'avant, on ne peut pas être surpris par le sujet. Alors, je suis Yann Devise. Je suis professeur d'anglais en classe prépa depuis quelques années. Voilà, j'ai préparé pas mal d'étudiants à pas mal de concours différents, entre des concours d'école de commerce. Là où je travaille à l'Externat Chavagne, on a aussi une filière BCPST, donc agro-véto, et puis les concours d'école d'ingénieur ou même concours d'enseignement de l'anglais. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de se recentrer sur les concours ECG, ECT, et notamment sur l'épreuve LV. On pourra aussi évidemment parler de l'épreuve ECRICOM qui intéresse de nombreux étudiants. Pour commencer, en tant que professeur, quand tu vois une copie d'anglais, qu'est-ce que tu regardes initialement? Est-ce que tu vas plutôt regarder le fond, la forme? Est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement qui te plaît quand tu reçois une copie? Bon, notre pédigré, c'est quand même d'être professeur de langue. Donc, on regarde la qualité de la langue. C'est quand même important. Est-ce que les bases sont bien maîtrisées? Et ensuite, on voit ce qu'il y a en plus pour distinguer les bonnes copies des très bonnes copies. Concrètement, sur un thème, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon thème? Est-ce que ça va être la qualité de vocabulaire ou est-ce que ça va être plutôt la restitution des idées? Qu'est-ce que tu valorises dans un thème? Bon, la traduction, c'est une épreuve qui est un grand classique des épreuves de langue. En fait, ça permet de voir si la personne connaît les spécificités du français et de l'anglais. Très souvent, le thème, il est choisi parce qu'il y a des petites peaux de banane, entre guillemets. Donc, la traduction du présent, par exemple, la traduction du on, la quantité de petites choses comme ça qui font que on voit si la personne a une patte en anglais et sait faire autre chose que traduire mot à mot. Souvent, on voit que les étudiants ont tendance un peu à se dire qu'une bonne traduction, c'est un mot à mot maîtrisé, alors que peut-être qu'il faudrait plutôt restituer des idées globalement. Est-ce que le registre de langue, ça compte? Oui, souvent d'ailleurs, le thème, c'est un thème journalistique, donc quelqu'un qui lit de la presse anglophone a les termes qu'il faut pour traduire tel ou tel mot avec le bon registre. Il faut aussi dire que le thème contient souvent des mots qui se retrouvent ailleurs dans le dossier, en anglais, dans les documents 1 et 2. Et donc, c'est important d'avoir lu tout le dossier avant de s'engager dans la traduction du thème, parce qu'il y a des choses qu'on peut retrouver qui servent dans le thème. C'est déjà une excellente transition. Tu disais qu'il faut lire tout le dossier. Est-ce que tu conseilles de commencer par le thème ou plutôt par les essais? Le plus important, c'est d'avoir bien lu tout le dossier avant de commencer. Ensuite, je dirais que les étudiants, pour la plupart, commencent par le résumé analytique comparatif, ensuite le thème et ensuite l'essai, en se donnant vraiment 1h30, 1h45 pour l'essai, parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de points à prendre. Ouais, là c'est sûr. On a 30% pour le résumé analytique, et 50% pour l'essai numéro 2. Voilà. Concernant le résumé analytique, on a souvent des étudiants qui nous demandent comment faire un bon essai analytique. Est-ce que pour toi, c'est de la restitution pure des documents ou est-ce qu'il faut surinterpréter ou suranalyser les documents? Alors, il faut faire attention à bien lire la question, parce que c'est pas simplement une synthèse, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle pas comme ça. Il y a une question qui va avec, donc il faut bien être sûr que la structure qu'on met en place réponde à cette question. Ça veut dire qu'il y a certaines informations qu'il n'y a pas besoin de restituer, parce que la question ne porte pas dessus. Ensuite, oui, il faut avoir bien lu les deux documents. Moi, ce que je conseille de faire, c'est un paragraphe, une phrase, c'est-à-dire comprimer les deux documents comme ça, presque dès la première lecture. Voilà. Et ensuite, quand on a ces résumés des textes qu'on a fait soi-même, on voit très bien en fait les passerelles qu'il y a à faire entre les deux textes. Et puis on va pouvoir produire un plan détaillé et ensuite se mettre à rédiger. Est-ce que tu ressens très vite quand le texte a été, on va dire, repris, ou est-ce que tu penses que ça peut être une stratégie intéressante pour les étudiants? Alors, c'est un curseur à placer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'approprier des éléments de langage, enfin des phrases entières qui ne sont pas les siennes. En revanche, identifier les mots-clés d'un sujet,
Voilà, sur le climat, par exemple, il n'y a pas 36 mots pour dire tornade ou ouragan. Donc là, oui, il y a des mots-clés qu'on doit reprendre, quelques petits segments de 4 ou 5 mots, des petites expressions, ça va. En revanche, des phrases entières qui viennent du texte, ça se voit tout de suite parce qu'on les connaît bien, les textes. Ouais. Et surtout, ils ne seront pas les seuls candidats. Donc, s'il y a des phrases qui sont très tentantes, il y a d'autres candidats qui auront eu la même idée, et ça se voit. Ouais, c'est sûr qu'à un moment, on finit par lire les mêmes copies, donc ça se ressent directement. Je rebondis sur ce que tu disais qui était très intéressant. Tu disais, sur le climat, par exemple, il n'y a pas 1000 façons de dire tornade. Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant pour les étudiants, justement, de préparer des petites fiches de vocabulaire sur les plus grandes thématiques, de façon un peu à avoir de quoi imager leurs idées? C'est exactement ça, en fait. Vraiment, c'est ce qui est apprécié dans une copie. Quelqu'un qui a les bons outils linguistiques pour parler des thèmes assez prévisibles qui peuvent tomber au concours, les grands sujets du moment, et avoir pour chacun de ces sujets 10, 15, 20 mots ou 20 expressions qui vont servir à être vraiment dans le thème, quoi. Et donc, pour un peu conclure sur le résumé, concrètement, est-ce que c'est possible qu'il y ait un texte qui prenne vraiment l'ascendant sur l'autre, ou est-ce qu'en général, tu trouves que c'est plutôt équilibré? Non, c'est plutôt équilibré. Je dirais que c'est plutôt équilibré et que voilà, il faut aussi prendre en compte parfois le paratexte, c'est-à-dire la date d'écriture du document. Parfois, il peut y avoir un texte qui a été écrit avant un événement majeur concernant ce thème-là et l'autre est écrit après. Je pense aux élections, par exemple, ou à d'autres, ou à des catastrophes naturelles, par exemple. Le texte peut avoir être écrit avant et l'autre après. Il y a aussi la source. Voilà, l'autre fois, j'avais un sujet avec un texte qui venait de The Guardian, un autre qui venait du Daily Telegraph. On sait bien que sur le spectre politique, ce sont des parutions très distinctes, donc ça peut apporter un éclairage. Ça ne veut pas dire que ça sera le focus majeur, mais c'est quand même intéressant à prendre en compte. Le résumé, concrètement, est-ce que tu penses que la réflexion personnelle a de l'intérêt dedans, ou est-ce que c'est vraiment... Non. Il faut rendre justice au dossier. Il faut s'imaginer qu'on explique ce dossier à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Qu'on explique les deux textes à quelqu'un qui ne l'a pas lu et qu'on fait des passerelles entre les deux. L'esprit de cette épreuve, moi je trouve très bien l'esprit de l'épreuve, mais c'est être capable de lire rapidement deux textes qui apportent deux éclairages différents et les faire se croiser dans le registre approprié. J'encourage vraiment à comparer les deux textes à chaque fois, parce que le fait de comparer dans la même phrase, ça oblige à utiliser un langage complexe et montrer qu'on est capable de manier des idées complexes en faisant se croiser les deux documents. Donc c'est tout l'intérêt de l'épreuve. Je crois que c'est une bonne épreuve. C'est pas un hasard. Il y a beaucoup de concours qui ont repris ce style parce que ce sont des compétences modernes aujourd'hui, de savoir lire vite, de savoir identifier prioriser des arguments, les classer, les hiérarchiser, les critiquer, savoir ce qui est un fait, ce qui est une opinion. Tout ça, ce sont des compétences très modernes. Donc c'est dans l'esprit de ce qu'il faut savoir faire aujourd'hui dans plusieurs langues. Pour ce qui est du coup de l'essai, qui représente 50%, souvent c'est la partie qui fait le plus paniquer les étudiants. Pour les essais, concrètement, est-ce que pour toi il faut repartir un peu des documents, ou est-ce que c'est plutôt une question vraiment personnelle et qui fait appel plutôt à la civilisation, à l'actualité qu'on a pu suivre pendant l'année? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut s'appuyer sur le dossier pour forger son opinion, pour exprimer une opinion en partant du dossier. Il y a souvent des documents iconographiques en documents 4 ou 5 qui ne sont pas là par hasard. Donc il faut s'efforcer vraiment de montrer qu'on a compris pourquoi ils sont dans le dossier, mais ça n'empêche pas de formuler une opinion. Et moi, ce que j'aime bien lire dans l'essai, c'est avoir l'impression que c'est un adulte qui a écrit ça. C'est pas un lycéen, c'est un adulte qui a lu la presse, qui s'est informé, qui s'est renseigné sur ce qui se passe dans le monde, qui a aussi une connaissance du monde anglophone, des grands thèmes qui reviennent tout le temps quand on parle des États-Unis, quand on parle de la Grande-Bretagne, et donc quelqu'un qui a cette patte-là et qui est capable d'exprimer une opinion
en se basant sur le dossier, une opinion claire à la fin, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'opinion claire, donc on voit que tu attends en fait une forme de maturité dans les copies et pas une restitution pure et bête, entre guillemets, des connaissances. Donc on dirait que à la façon dont tu relates un peu l'essai, on dirait que tu recherches plutôt des gens qui réfléchissent et qui ont pris du recul sur le monde dans lequel on vit. Complètement. D'ailleurs, voilà, les réponses qu'on peut avoir de certains qui sont oui, non. Enfin, première partie, oui, deuxième partie, non. Conclusion, je sais pas trop, je veux pas me mouiller, etc. Ça, c'est pas très, voilà, c'est pas très agréable à lire. Et puis voilà, non, on cherche vraiment des gens qui ont des opinions claires, qui sont capables de les justifier. Et globalement, est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que les étudiants ont un peu appris des essais par cœur et qu'ils les recrachent un peu, peu importe le sujet? Alors, des essais entiers, non, mais des paragraphes quasiment plaqués et qui, je pense par exemple à des gens qui vont demander de résumer des grandes œuvres de littérature qu'ils n'ont pas lues et qu'ils plaquent comme ça dans des essais. Et en fait, ça se voit tout de suite que ça n'a pas vraiment rapport avec le sujet. Et que voilà, on voit bien qu'ils ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à apprendre tout ça et qu'ils veulent que ça soit rentabilisé. Mais malheureusement, les passages complètement plaqués, ça se voit. Par contre, que penses-tu du fait que les étudiants s'entraînent, eux, à partir de leurs propres réflexions, à rédiger en amont? Est-ce que tu penses que c'est important de rédiger pendant l'année? Oui, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on fait inconsciemment dans nos langues maternelles. On a des éléments de langage qu'on aime bien utiliser, des petites expressions, mais ensuite on fait un patchwork de tout ça pour faire quelque chose de cohérent. Donc oui, s'entraîner à rédiger, bien sûr. Et ensuite, ça veut dire qu'on va pouvoir, dans un essai, mobiliser des choses. On sait que c'est bon. Voilà. Surtout ceux qui ont des difficultés en grammaire, notamment. Avoir des petites expressions toutes faites, ça c'est pas plaqué, ça c'est avoir travaillé et vérifier qu'on ne laisse pas de grosses bourdes en utilisant des choses. Voilà, on s'en est servi, on a été corrigé, on sait que voilà, c'est comme ça que ça se dit et pas autrement. Et donc ça c'est rassurant et ça fait gagner en vitesse aussi. Oui, ça c'est de l'anticipation, on va dire que c'est une bonne façon aussi d'aborder les concours. Par contre, on voit souvent des étudiants qui nous disent on est un peu stressé parce qu'on a énormément de civilisation, on a en moyenne 500 mots grand max à écrire le jour du concours. Comment vous faites pour bien travailler la civilisation? Et c'est une question qui revient assez fréquemment. Donc toi, de ton côté, est-ce que tu aurais un conseil concernant la civilisation? Est-ce que ça doit être un focus? Est-ce qu'on doit plutôt essayer de comprendre les grandes lignes et de se les approprier? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des grands thèmes qui reviennent un peu systématiquement quand on parle des États-Unis, quand on parle de Grande-Bretagne ou autre. Et donc, avoir connaissance de ça, oui, c'est utile. Et si c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, effectivement, pendant les années de prépa, c'est le moment d'avoir ce bagage culturel-là qui sera toujours utile. Moi, tous les jours, je lis la presse anglophone et à chaque titre, je vois derrière, en fait, c'est la fameuse question de l'expansionnisme ou de l'impérialisme ou la fameuse question du rôle de la monarchie, par exemple. Donc, ce sont des choses qui reviennent tout le temps. Alors, je parle bien de la civilisation. Après, à côté, il y a suivre l'actualité. Mais en fait, l'actualité, c'est un peu des retours de grands thèmes qui reviennent systématiquement. Et donc, du coup, tu faisais écho à l'actualité. Pour toi, l'actualité, ça reste important quand on est en prépa, de suivre l'actualité, d'essayer de s'informer sur le monde anglo-saxon? Absolument. L'actualité, alors que ce soit presse écrite ou médias vidéo, les deux sont extrêmement utiles. Ça aide sur plein d'aspects, en fait. C'est un bon investissement, disons, parce que ça permet d'avoir des références sur ce qui se passe dans le monde, ça montre qu'on lit, ça consolide au niveau lexique pour utiliser les termes qui s'utilisent en ce moment pour parler de tel ou tel thème. Et puis, dans le cas des médias audiovisuels, ça aide aussi pour l'oral, pour savoir comment se prononce tel ou tel terme, ou avoir un peu l'intonation ou l'accentuation du
du journaliste ou de l'expert, et d'être capable de parler en continu en ayant cette mélodie de l'anglais. Par rapport du coup à ça, on a beaucoup d'étudiants qui, à 3 semaines des concours maintenant, un peu moins pour Ecricom, mais ça arrive vite, mais il y a encore du temps, beaucoup d'étudiants qui nous disent, bon, à 3 semaines des concours, on est mauvais en anglais, on va chercher à apprendre par cœur beaucoup de civilisations, beaucoup d'éléments de façon à pouvoir les restituer directement et à montrer qu'on a travaillé. Est-ce que pour toi c'est une stratégie payante ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux travailler sur le fond ? Oui, c'est bien d'avoir des points de civi, mais si à côté du point de civi, il y a d'énormes fautes de verbes irréguliers ou de choses, des grands classiques, l'utilisation de l'article the par exemple, ou autre, ça, pour un point de civilisation bien maîtrisé, il y a 2 grosses erreurs. Franchement, il vaut mieux reprendre ses copies, voir ce qu'on a tendance à faire et vraiment se donner du temps de relecture. J'en ai pas assez parlé, mais c'est vraiment un point important. Quand je rends des copies et que des étudiants me disent je crois pas que j'ai écrit ça, je le savais. Non, mais alors à ce moment-là, dans un concours, non, quoi. Il faut vraiment s'être relu et bien exfiltrer les grosses erreurs qui sont très très coûteuses. C'est vrai que souvent on a des grosses erreurs, comme tu disais, les verbes irréguliers, la concordance des temps, l'utilisation du présent, tout ça, qui finalement décrédibilisent un peu une copie. Donc quand on a des fautes qui datent peut-être du collège, du lycée, c'est ça. Ça peut porter et je mets ça aussi en lien avec du très bon vocabulaire qui peut être acquis, qui peut être travaillé, et qui est acquis. Et en fait, s'il y a d'excellents points de vocabulaire, mais c'est sur des fondations qui sont pas saines, ça fait bizarre. Hein. Ça fait un registre extrêmement élevé sur des fautes de collégiens, quoi. Donc vraiment, si à 3 semaines on a des sujets à régler, faut vraiment être capable de se relire et de voir les grosses fautes qui coûtent très cher. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Et donc, concrètement, pour ces étudiants qui visent la moyenne, qui sont vraiment en difficulté à quelques semaines des concours, qu'est-ce que tu peux leur recommander vraiment pour leur révision ? Donc, un travail sur les bases, reprendre ses copies et voir donc, les tendances qu'on a dans la maîtrise de la langue. Et puis après, ensuite... lecture de la presse. C'est vrai qu'une copie qui serait capable de citer quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, ça prouve que la personne se renseigne quand même. Donc, ça, je pense que si quelqu'un vraiment vise la moyenne, pour moi, une copie dont les bases sont saines et qui montre que c'est un sujet auquel ils ont déjà réfléchi, ça ne peut pas être catastrophique. Ok, donc globalement, aller chercher une copie qui ne fait pas de faute, peut-être plus simple en termes de forme, mais en tout cas efficace. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher de l'actualité, montrer qu'on a suivi, qu'on a été sérieux et que du coup, on a travaillé. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus dur de moins bien noter un étudiant. On sent qu'il y a du travail, qui a vraiment donné de l'envie, en tout cas dans cette matière-là. C'est ça, moi, une copie où c'est bien écrit, il n'y a pas d'énormes fautes. On comprend évidemment tout le temps ce que veut dire la personne. Et puis, qu'il y a 3 ou 4, ce que j'appelle pépites de vocabulaire. Là, on commence à noter en positif. C'est-à-dire, on commence à chercher toutes les bonnes choses qu'il y a dans cette copie. Et on n'est pas distrait par les fautes. Il faut se rendre compte, quand on corrige, en fait, on s'engage dans la lecture d'un texte et on est arrêté par chaque faute qu'il y a et on perd le fil, en fait, de ce qu'est en train de dire la personne parce qu'on est trop distrait par le nombre d'erreurs. On ne peut pas s'empêcher de les souligner, de les voir. Donc, ça brise un peu l'élan du lecteur et c'est pour ça que c'est important. Voilà, bien prendre le temps de se relire en fin de concours, ça c'est important. Alors, ça peut être ce que je dis pour la relecture, c'est... on peut relire à la fin. Le problème de la relecture à la fin, c'est qu'on se fait emporter par ce qu'on est en train de dire. Donc, on se relit et on se dit « Ah, mais j'aurais dû parler de ça, ou j'aurais dû pas... » Et on oublie de checker la forme, vérifier la forme. Et donc, une autre forme de relecture, c'est j'écris une phrase, je la relis. J'écris une phrase, je la relis. Et comme ça, je suis vraiment concentré sur la forme et je sais que c'est correct et je peux avancer. Donc c'est 2 vernis à passer sur ce qu'on a écrit. C'est ça, c'est un peu une forme de ping-pong où ça nous permet d'être sûr au fur et à mesure qu'on avance dans
dans les bonnes conditions. On voit aussi des étudiants, alors je ne sais pas si ça t'arrive souvent, mais qui, lorsqu'ils ne sont pas sûrs du mot qu'ils sont en train d'écrire, cherchent un peu à... Le tour de passe-passe. Voilà, c'est ça, le tour de passe-passe. Est-ce que c'est un O, est-ce qu'un A? Est-ce que ça t'arrive ou pas? Oui, alors ça, plus généralement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui tapent beaucoup au clavier, et donc l'écriture manuelle, elle n'est pas très propre. C'est désagréable à lire. Faut savoir aussi que c'est encore pire que quand ils écrivent en français, parce que s'il y a des erreurs de grammaire ou des grosses fautes, et qu'on a un mot qui tombe un peu à plat, on ne sait pas très bien si c'est possible que l'étudiant connaisse ce mot-là. C'est vraiment... non, ça joue vraiment pas en leur faveur. Donc, s'entraîner à écrire à la main, c'est quand même important. Faut bien se dire que la seule chose qui relie l'étudiant au jury, c'est la feuille de papier sur laquelle il a écrit. Et nous, on ne sait pas les efforts qu'a fait cette personne pendant 2 ans ou pendant sa prépa ou pas. On ne connaît pas cette personne. On n'évalue que ce qu'il y a d'écrit sur cette feuille. Donc, il faut vraiment que ce soit présentable, que ça soit clair, quoi. Donc, si c'est rayé, si c'est monobloc, sans espace, sans rien, c'est pas agréable à lire. On ne peut pas s'attendre à ce que le jury... essaye de déchiffrer mot à mot. On n'a pas le temps de faire ça déjà. Et puis même, c'est une question de... c'est un enjeu important. Donc, on se présente bien. Et donc, on présente bien sa copie ce jour-là, quoi. Ok. Et là, on a parlé du coup des étudiants plutôt en difficulté. Mais à l'inverse, on a aussi des étudiants bilingues qui se disent, bon, je suis très bon en anglais parce que je suis natif ou parce que j'ai travaillé toute ma vie l'anglais. Est-ce que tu as aussi un conseil pour ces étudiants de façon à peut-être leur dire comment optimiser ces 3 dernières semaines? Peut-être qu'ils ont peut-être moins besoin de travailler, par exemple, le vocabulaire, mais peut-être plus la forme ou le fond. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Alors, on constate quand même dans les classes d'anglais que les niveaux sont très polarisés. Il y a des gens qui sont en difficulté et puis d'autres qui sont vraiment très bons. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bons. Et effectivement, à quoi ça va se jouer finalement la différence? Ça va être une maîtrise de ce qui est attendu. On peut être bilingue, mais si on ne répond pas à la question, je ne pourrais pas aller chercher les points pour eux, quoi. Donc, être bilingue ou parler très bien, peu importe ce que ça veut dire bilingue, mais parler très bien en anglais, ça veut dire qu'on a des cartes en main quand même pour avoir une très bonne note. Donc, il faut l'obtenir, cette bonne note. Et ce qui va jouer, c'est dans ces cas-là, pour aller vraiment chercher les excellentes notes, c'est effectivement un format bien maîtrisé, une opinion très claire à la fin de l'essai. On a l'impression que la personne est en maîtrise de ce qu'elle écrit. Et il y a tout en termes de CV, actualité, le dossier est utilisé. Moi, j'ai des critères. C'est un concours, donc pour que ce soit équitable, il faut que les critères soient les mêmes pour tout le monde. Si on dit il faut citer le dossier, faut citer le dossier. Même si c'est très bien écrit, je ne pourrais pas inventer que cette personne a cité le dossier si elle ne l'a pas fait. Donc, je pense que pour eux, ça va être vraiment être sûr que le jury n'a pas d'autre choix que de mettre une bonne note parce que tout y est. Donc, c'est ça qui va aller obliger le correcteur à mettre une très bonne note. Est-ce que selon toi, c'est mieux d'approfondir vraiment certains sujets qui semblent vraiment très importants? On pense notamment à l'élection de Donald Trump ou à certains événements climatiques qui ont eu lieu comme à Los Angeles. Ou est-ce que pour toi, il vaut mieux avoir une connaissance globale un peu de tout ce qui s'est produit? À quitte à choisir, évidemment, le mieux c'est d'avoir les deux, mais, mais à 3 semaines des concours. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aux étudiants, c'est quelqu'un qui a lu, quelqu'un qui s'informe depuis la dernière édition du concours ne peut pas être surpris par le sujet. Si on a lu la presse, si on a lu les médias depuis un an, depuis avril 2024 ou de l'année d'avant, on ne peut pas être surpris par le sujet. Donc, je pense que c'est un bon critère à garder en tête. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, et surtout à partir du moment où on a en tête l'actualité, alors il peut y avoir des sujets un peu plus originaux, qu'on pense aux opiacés notamment, qui étaient un peu moins attendus, mais globalement, ça restait quand même dans une dynamique d'actualité, c'était quand même en lien avec ce qui s'était produit. Donc là-dessus, on voit qu'il y a une logique, et dans tous les cas, on peut rebondir, on peut retomber sur ses pattes grâce à l'actualité. Ça, et puis donc, pour ceux qui connaissent les dossiers, le document 3 en français,
souvent, il donne quand même des éléments pour ceux qui ne les auraient pas, pour un peu connaître le sujet et les détails du sujet. Donc, bon, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est pour ça, notamment, qu'ils ont accentué aussi le côté journalistique pour le document 3, notamment en français. Et donc, du coup, pour un peu conclure cette vidéo, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil pour les étudiants qui nous regardent et qui, du coup, vont passer les concours d'ici peu? Faut vraiment utiliser ces derniers temps-là avant de l'épreuve pour donner le maximum. Faut pas trop réfléchir sur ses choix d'école, etc. De toute façon, faut donner le maximum. Donc, regardez un peu plus loin que l'obstacle. C'est pourquoi on fait tout ça et quel bagage ça va nous donner finalement après, à l'avenir. L'épreuve, c'est une épreuve, mais elle est censée être symbolique de tout ce que la personne sait sur le monde anglophone, etc. Donc, bien garder ça en tête, ce qu'on vise au bout du compte. Et c'est ça qui donne la motivation pour faire les heures qu'il y a besoin de faire pour avoir la note maximum. C'est aussi ça qui permet d'être un peu plus relâché au moment de l'épreuve, se dire, j'ai pas de regrets, j'ai fait vraiment le maximum, j'ai beaucoup progressé en 1 an ou 2. Maintenant, voilà, c'est l'épreuve, je ne pouvais pas faire plus. Donc, je suis relâché au moment d'écrire. Ok, écoute, merci beaucoup Yann. En tout cas, c'était hyper intéressant. Merci. Et merci pour ta participation. Merci pour votre invitation.